Bonjour à tous. Alors, Richard Vallier. Présent. Mathieu Pétry. Présent. Corinne Lemeu. Présent. Yann Baptiste. Présent. Christine Sicardi. Présent. Thomas Berger. Pouvoir. Sophie Suras. Présent. Stéphane Ferracini. Présent. Maëva Botellier. Présent. Joseph Cassaro. Présent. Roger Mossé. Présent. Dominique Guèche. Présent. Alain Anser. Présent. Pierre Maroc. Présent. François Demiot. Pouvoir. Evelyne Louis. Présent. Véronique Garnier. Pouvoir. Catherine Bienfait. J'ai un pouvoir pour Catherine Bienfait. Elle a envoyé un mail en disant que donne son pouvoir. On avance un peu. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Claire Michello. Florian Paris. Présent. Christelle Kégine. Présent. Patricia Coty. Présent. Jean-François Kerr. Présent. Julien Stérini. Camille Payot présent. Hervé Tella. Présent. Jean-Pierre Laffineur. Présent. Christine Fromin. Présent. René Ferici. Présent. Valérie Giacomati. Présent. Et Philippe Carotto. Présent. Le quorum est atteint, merci. Donc, ce conseil municipal dans la salle des fêtes pour répondre aux règles sanitaires n'échappe pas à la règle, qui lui aussi sera filmé. Mais c'est vrai qu'on a hâte de faire un peu les travaux dans cette salle des fêtes pour qu'on soit un petit peu plus rafraîchi dans l'atmosphère. Mon propos liminaire est habituellement constitué des dates, événements, rencontres sportives et tout type de manifestations. Vous avouerez que dans cette période sanitaire exceptionnelle, je me contenterai donc de ce qui n'est pas annulé. Nous pourrons nous divertir avec la deuxième édition de la Semaine sous les étoiles, sous réserve de l'application des éventuelles mesures et dispositions sanitaires en vigueur aux dates des manifestations. Cette édition se décompose en deux temps. Chanson sous les étoiles avec le soutien de Louis Chédid sur l'esplanade du château de Bel-Air le vendredi 17 et le samedi 18 juillet 2020 avec chaque soir un accueil musical. Hommage à Charles Trenet et lecture de deux poèmes par Christian Dunod. L'occasion de découvrir de talentueux auteurs-compositeurs qui évoluent dans des mondes poétiques différents, accompagnés de musiques inventives portées par des instruments classiques comme le violon ou contemporains comme la guitare électrique. Nous aurons également la participation du chanteur bouquin Richard Lesage. Et la billetterie sera ouverte sur place au tarif de 10 €. Et puis Jazz sous les étoiles qui se déroulera dans les jardins d'Albertas le vendredi 24 juillet 2020 avec deux groupes de grands talents, dont Rhoda Scott, je vous le rappelle, mais je ne vais pas m'étendre dessus puisque je l'ai déjà vu. Côté château, le 42e Salon des artistes ouvrira ses portes le 4 juillet. Photographie, sculpture, peinture, dessins seront mis à l'honneur dans le cadre historique du château de Bouquet-Vert. L'ancrage fort de cet événement culturel sur la commune peut en partie s'expliquer par le dynamisme exceptionnel des associations bouquets d'art plastique. J'ai également le plaisir de vous informer que des festivités pour le 14 juillet seront prévues, en plus de la commémoration qui se déroulera en fin d'après-midi avec son traditionnel défilé. Vous pourrez vous divertir avec un DJ en plein air et des food trucks. Toujours dans ces récentes mesures plus optimistes, les services de l'État nous laisseront organiser la fête votive tout début août, la première fin de semaine d'août. Et je profite de ce conseil municipal pour féliciter deux talents bouquins. L'auteur Jean-Paul Florentino, qui habite du côté de Biolésie, pour son nouvel ouvrage Du côté du dessert de mon enfance, disponible en librairie dès maintenant. Je vous rappelle qu'il a fait, Jean-Paul Florentino a fait déjà l'olivier dans le bon sens, et là, quand j'ai l'olivier, c'est l'arbre, dans le bon sens, l'Odyssée de la Grive, et on parle aussi du Chili,
Et puis Loubelaire Cabriès, portrait et mémoire d'un temps. Et il parle de son grand-père, de ces vieux bouquins avec Cabriès V qui ont vécu peut-être même avant le siècle dernier, plutôt fin 19e, début 20e. Le conseil de ce soir, très dense, verra de nouvelles commissions nécessaires à la vie municipale se créer, ainsi que diverses demandes et versements de subventions, avec une prime un peu spéciale, la prime Covid pour les agents territoriaux. Nous ferons également un point sur la rentrée. Oui, je sais, on parle de rentrée scolaire à 2 semaines des vacances d'été. Et bien sûr, nous nous attarderons sur le compte administratif et le compte de gestion. Nous traiterons également de divers points de ressources humaines et de la vie économique communale. Je vous informe que le mardi 30 juin, ici même, une collecte de sang, don de sang, sera organisée à partir de 15h jusqu'à 19h30. J'attire votre attention sur la nécessité de ces dons au regard de la faiblesse des réserves de notre région concernée. Je vous rappelle également que les inscriptions pour le séjour d'été pour les adolescents, les enfants et adolescents de 6 à 17 ans, qui s'appelle Soins de Sensation, organisé au centre Le Cali à Saint-Michel-de-Chaillol du 20 au 24 juillet, sont ouvertes et dématérialisées directement sur le site de la commune. Parce que la santé des bouquins est la priorité de la municipalité, je tiens à remercier les agents qui se sont mobilisés pour la seconde distribution de masques et me félicite de l'efficience de notre plateforme de gestion des urgences en conformité avec la protection des données personnelles. Puis je rappelle que nous avons prévu un conseil municipal le 13 juillet. Celui-ci sera avancé au 10 juillet. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous venons de recevoir aujourd'hui une circulaire de la préfecture nous rappelant, nous informant plutôt, pour moi c'est un rappel, mais on n'avait pas la date, que la date des élections sénatoriales à laquelle vous êtes tous conviés. Et je rappelle que vous êtes tous électeurs, tous les élus de Loubelaire sont électeurs, et que si jamais ils ne se rendent pas à la préfecture pour voter, ils auront une amende de 150 €. Qu'on se le dise, je sais qu'il y a les 2 tiers du conseil qui sont des nouveaux, prévoyez d'ores et déjà le samedi 27 septembre. Je pense que ce sera le matin et que nous organiserons, enfin organiser entre nous aussi des covoiturages. Donc comme le 27 septembre il y a les élections sénatoriales, il va nous falloir désigner 8 suppléants. Donc comme les 33 élus du conseil municipal sont déjà pris, les suppléants ne peuvent être qu'en dehors du conseil municipal. Et à ce titre, donc, nous aurons 8 à présenter donc, le 10 juillet, une liste de 8 suppléants pour notre groupe. Donc voilà, il en est de même pour l'opposition. Et sachez que la proportionnelle nous donnera 1 et 1 ou 6 suppléants. Et puis, permettez-moi, chers collègues, puisque hier il y avait le 2e tour des élections municipales qui ont été commencées il y a 3 mois et demi, le 15 mars. Permettez-moi de féliciter, je l'ai fait, mais en votre nom, je vais dire que je vais faire votre nom, les élus des communes voisines. Je parlerai de Gardanne à l'Est, puisque Gardanne, nous savions que le maire sortant, Roger Méhy, maire depuis 1977, c'est-à-dire qu'il était maire depuis 43 ans, mars 77, 43 ans, Roger Méhy ne se représentait pas. Il est évident qu'il a été élu maire, il doit avoir 42 ou 43 ans, donc imaginez ce que vous voulez. Il ne se représentait pas, il y a eu au maire qui a été élu, et ça a déjoué un petit peu les pronostics, puisque
il y avait deux concurrents parmi sa liste. Et ces deux concurrents ont été éliminés par personne qui s'appelle Ranier, et que je soutenais personnellement, qui est membre du même parti que moi. Voilà. Donc on est très très heureux de ça. Et puis, de l'autre côté à l'ouest, c'est la commune de Carliès, où une ancienne élue du Boutelère a été pendant 3 mandats adjoint au maire du Boutelère, en 2001 et 2020. Et puis maintenant qu'elle habite Carliès, je lui avais signifié qu'elle paraissait difficile pour elle de se présenter avec nous sur la liste. C'est la liste de son mari. Alors on a dit de tout. Ça fait partie des rumeurs qui ont alimenté Carliès. Je sais que je ne suis pas mêlé des élections de Carliès et que mon ex-collègue, encore maire pour Strasbourg, a dit que des institutions et collectivités voisines avaient participé à l'élection. Bon. C'est sa façon aussi de voir les choses, mais, chers collègues, un petit peu de morceau, s'imagine que tout le monde l'a enlevé. Voilà le résultat qu'il a fait au premier tour. Ça me semblait évident que le deuxième tour était venu pour lui. Et que très franchement, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas redéposé ma liste pour le deuxième tour. Voilà, c'est clair. Voilà, donc c'est Carliès, on a arrêté donc l'élection de Tamakola Bertrand, que beaucoup connaissent ici, et qui sera donc le nouveau maire de Calas-Carliès. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire, et place à l'ordre du jour, si vous le voulez bien. Alors évidemment, nous avons l'éternelle adoption du compte-rendu de la dernière séance. Je vous rappelle que ce compte-rendu est toujours très succinct, puisque tout le monde peut voir le conseil municipal et voir un compte-rendu in extenso sur le site de la commune qui est en vidéo. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Il n'y a pas de commentaires, donc je mets au voix ce compte rendu. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Attention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons l'information au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l'article L 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de deux décisions, une du 5 juin, contrat administratif d'occupation du domaine privé, à titre précaire et révocable, entre la commune et M. Mulatieri Jean-Louis. Donc, c'est pour un local situé dans Paul Cézanne, au domaine de la Salle. Et le présent contrat est consenti moyennant une contribution mensuelle de 447,15 €. Le preneur doit supporter les charges locatives, notamment les taxes d'habitation et d'enlèvement de l'ordre ménagère. La fourniture d'électricité, de l'eau et du gaz sont à la charge du preneur. Et la charge forfaitaire annuelle pour l'eau est de 104,40 €, soit 8,70 € par mois. Il est précisé que le prix de l'eau pourra être réévalué en fonction du tarif en vigueur de l'année en cours, ainsi qu'en fonction de l'occupation du logement. Voilà. Donc, occupation précaire et locale prend à compter du 1er juillet et se termine le 31/2020. Ensuite, il y a une autre décision. Je ne l'ai pas là-dedans. On a mis 2 fois Mulatieri, mais on n'a pas mis la deuxième à Varello. Varello, donc, ici, juste la maison qui est à côté, dont la maison a brûlé en juillet 2019 et que nous relogeons moyennant finance depuis ce moment-là, puisque sa maison est inhabitable. Et je ne suis pas capable de vous dire, enfin c'est une reconduite de son contrat d'application. Donc on a mis 2 fois le même. Et l'autre dossier.
recherche, merci Corinne, non mais là c'est fait, je l'avais déjà 2 fois, donc c'est la peine de le redire. Donc là il s'agit, donc de, je vous l'ai dit, la maison tout à côté, c'est une contribution mensuelle de 750 €. Le preneur doit supporter les charges locatives, notamment taxes d'habitation, un élément de l'ordre ménagère, fourniture de l'électricité et de l'eau sur la charge du preneur. Cette occupation précaire et rentable prendra effet à compter du 1er juillet et se terminera le 31 juillet. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vous donne d'ores et déjà la lettre que j'ai reçue aujourd'hui qui me demande de repousser encore cette date parce que les travaux ne seront pas finis chez lui. Donc il est possible que nous repoussions cette date d'un mois. Voilà. Voilà, je crois que j'ai été assez clair. Il s'agit de contrats qui ont été reconduits, donc qui sont valables depuis quelques temps. Alors ensuite, nous avons la présentation du rapport d'activité annuel retraçant l'activité de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L 52-11-39 du CGCT au titre de l'exercice 2018. Il nous a été communiqué, donc je vais faire assez court là-dessus, hein, pour rappeler peut-être la note de synthèse que vous avez reçue. Hein, voilà, c'est en fait les compétences exercées par la métropole, celles qui ont été transférées, les 6 EPCI, la communauté urbaine de Marseille, plus les 5 communautés d'agglomération, Aubagne, Aix, Istres, Salon, Paris. 5 communautés d'agglomération donc ont été transférées, et évidemment, chaque fois qu'une était transférée, ça veut dire que la métropole prenait compétence sur l'ensemble du territoire, sur ces 92 communes. Voilà, donc il faut rendre un rapport annuel, donc vous l'avez, il vous a été adressé, si vous avez des questions, je peux y répondre. Je sais que ce genre de choses ne bouge jamais les foules. Voilà, donc je vous demande de prendre acte. Voilà, je vous demande de prendre acte. Mais il n'y a pas de vote à faire. Voilà. Ensuite, nous avons l'élection du délégué du conseil municipal au conseil d'établissement des institutions sociales. Alors, c'est en fait l'UNAPI, l'ex-Chrysalide. Vous savez qu'il y a un foyer au Verger, au Singulier, et il y a aussi un ESAT. Donc il faut les actes s'appellent les ormeaux, et il faut que nous procédions à l'élection d'un représentant pour le conseil d'établissement de l'ESAT. Voilà, donc je vous propose la candidature de M. Yann Pertuzel, qui est délégué entre autres au handicap, dont même ici présent, et comme suppléant, Mme Christine Sicardi, qui est aussi ici présente. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Bon. Il n'y a pas d'autres candidatures, je mets directement au vote ces candidatures, donc titulaire et suppléant. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, ni voix contre, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons passer à un renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs. Alors, je rappelle pour l'ensemble de nos collègues qui sont nouveaux, c'est qu'il y a, je ne sais plus quel article du Code général des impôts qui prévoit qu'il y a une commission communale des impôts directs. Cette commission est formée de 8 titulaires et 8 suppléants. Le conseil municipal doit proposer 16 titulaires et 16 suppléants à monsieur le maire du deuxième groupe,
Donc, je vous propose, et là-dessus, il va en retirer 8 titulaires et 8 suppléants. Et il faut lui proposer 16 titulaires et 16 suppléants. Donc, je vous propose la liste qui vous a été communiquée. Non, vous n'a pas été communiquée. Je vais vous la dire. Donc, j'ai M. Arnard Jean-Pierre, retraité, qui est à La Salle, rue Pablo Picasso. M. Bonary Jean-Jacques est aussi retraité, rue Victor Gélu à La Salle. M. Puccetti Claude, qui est aussi retraité. Il faut dire que ça se réunit une fois, peut-être deux, exceptionnellement, par an, sur convocation du maire et président du droit, et sur convocation du maire, avec évidemment les gens du cadastre. Et en fait, c'est quoi? C'est simplement regarder ce qui est proposé comme valeur locative pour telle propriété, consécutivement un permis de construire et la construction qui s'est faite, ou une extension, ou une piscine qui a été rajoutée, ou voilà, une addition de construction. Donc ça donne une valeur locative, et c'est là-dessus, mesdames et messieurs, que évidemment sont assises nos recettes. Nous en parlerons tout à l'heure, puisque nous évoquerons le problème des taxes communales qu'il faut fixer à ce conseil-là, puisqu'il faut fixer avant le 1er juillet le taux de taxes communales. Nous aurons que le foncier bâti et le foncier non bâti. Mais voilà. Donc ces gens-là ont une, comment dirais-je, une importance, parce que imaginez si d'abord la valeur locative est mal fixée par le géomètre du cadastre, d'abord l'administré va se plaindre. Donc le cadastre reverra peut-être le truc. Et puis si par contre ils estiment que ça a été sous-estimé comme valeur locative, parce que vous l'avez compris, ils habitent un peu partout sur la commune, donc ça leur permet de voir ce qui se passe sur la commune et de regarder que telle maison qui vient de se faire est une maison magnifique par rapport à celle qui est à côté, et c'est peut-être pas à mettre dans la même catégorie. Le maîtrise, la surface, on l'a, et par contre on n'a pas la catégorie. Et la catégorie donne aussi un prix au mètre carré pour la valeur locative. C'est important, cette commission, il y a quelque chose de très important. Rassurez-vous, mes chers collègues, il n'y a pas d'élus. Comme ça, vous êtes tranquilles, c'est pas vous qui décidez, c'est pas nous les élus qui décidons, c'est cette commission qui décide avec le géomètre du cadastre. Alors, je continue là-dessus. Donc, M. Puccetti qui habite le lotissement Danube, Madame Claude de Vichy qui habite rue du Souquet, Madame Charlotte Fage, alors il y en a qui sont déjà des sortants même de cette commission, mais pas un peu l'habitude, qui est aussi retraité, qui habite 210 chemin Dominique Chardonnay, M. Éric Lafouge, qui est un infirmier, qui habite 354 rue des Figuiers, M. Éric Lanzon, qui est un directeur de bâtiments et travaux publics, qui habite 529 boulevard des Congo, Madame Claude Sordi, qui est retraité Cantal, qui habite 800 rue Jean Genot, M. Éric Lemeux, qui habite 13 rue de Malverne, M. Jean-Claude Dunaert, que nous saluons, qui est un retraité gérant de société, qui habite 96 rue Alfred Godet, Jean-Pierre Mussy, qui habite 4 rue de Malverne, Maurice Nal, qui est gérant de société, qui habite Mas des Acacias, quartier Perfuguette, Margaret Paulet, qui est une pharmacienne, qui habite 86 chemin du Cognaou, Pierre-Jean Rodriguez, qui est un directeur, qui habite 107 rue Corneille, Monique Salomon, retraité cadre, 40 impasse Pierre Place, et Patrice Sicardi, qui est un retraité du BTP, qui habite 118 rue Fernand Camujo. Ça, c'était pour les titulaires. Et après, pour les suppléants, Claudine Achin, retraitée d'enseignement 28 lotissement des Terres Blanches, Randolph Berninaire, qui est né 2010 à l'île de la Croix d'Or, Martine Bièche, retraité 67 rue Valat, Jean Kerr, retraité au plan marseillais, c'est même au travers de la Pinède, Jean-François Dedieu, retraité médecin, qui est au 21 lotissement des
Pierre Blanche, Pierre Gantillon, retraité, 12, Père Porte-Rouge, Denis Latina-Bertal, gérant de société, 1224, à Croix d'Or, Albert Lorenzati, qui est un retraité, 97, Patrick Montaron, gérant de société, 588, chemin de Roumanie, Marius Nieri, retraité, 85, à Misa Graciane, Vanessa Nino, professeur des écoles, 291, impasse Arthur Rimbaud, Martine Play, sortante, je me souviens bien, 163, chemin de Caravan, Christian Sénator, 1, impasse d'Esparagus, un ingénieur, Marc Tarat, gérant de société, qui est à la campagne des Mûriers, et enfin Jean Tosy, retraité ingénieur, ou ingénieur retraité, comme vous voulez, 56, chemin du Garlaban. Voilà que je vous propose comme une liste de 16 titulaires et 16 suppléants qu'il faut envoyer à l'administration des finances publiques. Vous avez des commentaires là-dessus, vous avez directement au voix. Oui. Alors, Philippe Canobbio et ensuite la fineur. Philippe. Une petite question. Vous avez dit monsieur Éric Lanzon. Oui. Éric Barouk. Ah, alors, merci d'avoir posé la question. Ça me permet d'avoir une particularité. C'est que nous sommes obligés de proposer quelqu'un qui n'habite pas Bourbélair, mais qui est imposable sur Bourbélair, au titre du foncier. C'est pour ça que je vous ai donné sur un bref du foncier les 529 de agricole. Et on est obligé de donner quelqu'un qui est imposable sur la commune, mais qui n'habite pas la commune. Hors commune. J'avais oublié de vous préciser une excuse. C'est pour ça qu'il y a Eric Lanzon. On connaît Eric Lanzon, c'est sa génération. Et voilà, c'est pour ça, il n'y a pas sur... Mais je t'explique, si tu veux, que là-dedans, on est obligé. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont à la taxe d'habitation, qui va priorité, alors je ne sais pas comment on fera, parce que c'est pas vu, de toute façon, à la taxe foncière, voire à l'ancienne taxe professionnelle, qui aujourd'hui s'appelle la contribution territoriale des entreprises, c'est ça, contribution territoriale des entreprises. Voilà. Donc on est obligé de faire une proposition où il y a au moins un de chaque. C'est pour ça qu'il y a les cantons. Après, je suis sûr que là-dedans, on doit trouver quelqu'un qui est imposé et qui doit habiter beaucoup aussi, parce que chaque fois on a... qui doit être imposé au titre de la CEP. Jean-Pierre, le micro à M. Lafineur. Bonjour, merci. J'ai une question de pure curiosité. Comment ces gens-là ont été désignés selon, je suppose que c'est vous qui les avez désignés, mais selon quel principe avez-vous choisi 1 sur 10, 1 sur 12, enfin, au hasard? Non. Je suppose que non. Non. On a d'abord des gens qui y sont déjà, qui y siègent déjà, qu'on reconduit parce que c'est pas facile de trouver des gens qui acceptent de faire ce genre de choses. Il faut aussi, c'est pour ça que quand on prend des gens qui sont sortants, qui ont déjà fait, qui connaissent ce truc, il n'y a pas de souci. Puis après, on met des nouveaux, comme par exemple vous avez des anciens élus, qui aujourd'hui ont été un peu recyclés. Monique Salomon, qui a fait ça au titre de sa délégation pendant je ne sais pas combien de mandats, eh bien, on la retrouve aujourd'hui, elle est dans le siège plus comme élu, on peut la retrouver parmi les membres de la CCID. Voilà. Voilà. On a cherché les sortants, j'aurais pu, c'est vrai que vous posez la question, mais et puis voilà. Et puis il y a des membres des CCQ, des membres des CCQ à qui on a proposé. Voilà, ok. Eh bien, écoutez, je mets au voie cette liste. Donc, est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. L'unanimité. Je vous remercie.
Ensuite, on va passer à la création de commissions extra-municipales. Il y en a donc 3. Il y a petite enfance, jeunesse, patrimoine, bouc-en-fait. Alors là, j'ai à vous proposer, une liste, parce que là, c'est 5 représentants, évidemment, vous en doutez, il n'y a pas la proportionnelle, c'est la majorité. Donc, si vous voulez présenter quelqu'un, vous pouvez, mais bon, c'est la majorité. Alors, petite enfance et jeunesse, c'est donc évidemment Corinne Leleu, Christelle Pégine, Émile Louis, Patricia Coty et Mathieu Pietri. Est-ce qu'il y a une autre liste? Il n'y a pas d'autre liste. Alors je mets au voie cette liste pour la petite enfance et jeunesse. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Pour le patrimoine, je propose évidemment Mathieu Pietri, Catherine Foulon, François Degnaud, Pierre Maroc et Jean-François Kerr. Il y a une autre liste. Il n'y a pas d'autre liste. Donc je mets au voie cette liste. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, pour bouc-en-fait, je propose Stéphane Pierrassini, Alain Auxerre, Camille Guédot, Marie-Christine Rodriguez et Evelyne Louis. Est-ce qu'il y a une autre liste? Pas d'autre liste. Donc je mets au voie cette liste. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Donc voilà pour les commissions extra-municipales. Ensuite, on a la commission de suivi de site pour les installations de la société NGO Gardane, implantée sur les communes de Gardanne et de Bel-Air, et il nous faut désigner 2 représentants, un titulaire et un suppléant. Alors, le titulaire, je vous propose votre serviteur, et puis comme suppléant, je vous propose François Degnaud. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Monsieur Laquignon, vous êtes candidat? Ah oui. D'accord. Je suis candidat. Vous êtes candidat titulaire? Allons-y, titulaire. Pardon? Oui, titulaire. Ok, ça va. Donc, vous souhaitez qu'on vote à bulletin secret ou qu'on vote à main levée? À main levée. Non, comme il s'agit d'une désignation, À main je levée. vous le propose. Si vous voulez qu'on vote à bulletin secret, on votera à bulletin secret. À main levée. À main levée, très bien. Donc, je vais mettre, donc, permettez que je le fasse en premier, je me suis annoncé en premier, donc je vais mettre la candidature de Richard Mallier aux voix. Quelles sont les voix pour la candidature de Richard Mallier? Vous avez compté, donc ça fait 27? 27? Donc 27 voix. Maintenant, je mets au voie la candidature de M. Laffineur. Quels sont ceux qui votent pour? Donc 3 voix. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, donc on déclare Richard Mallier élu, merci. Sur la suppléance, est-ce qu'il y a un autre candidat? Non. Donc on considère que c'est M. Degnaud. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Donc M. Degnaud à l'unanimité. Lui, il a la chance, François Degnaud, d'avoir l'unanimité. Alors ensuite, on va continuer. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, on va parler de la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. La fameuse prime des 1 000 €. Donc vous avez une note de synthèse qui vous a expliqué que vous avez 4 catégories, pardon.
Donc, elle est instituée du 16 mars au 10 mai, parce que le 11 mai, on était sur le déconfinement. Donc, il est proposé pour les agents de catégorie 1, c'est-à-dire ceux qui ont assuré un service de manière continue pendant la période concernée, majoritairement en présentiel ou avec télétravail de façon très ponctuelle, et n'ayant pas bénéficié d'autorisation spéciale d'absence. Je rappelle ce qu'est une autorisation spéciale d'absence. Vous aviez des agents qui, de par leur santé ou de par le fait qu'ils avaient des enfants à garder, avaient une autorisation spéciale d'absence. Alors, je veux dire en clair que ces agents-là touchaient leur traitement, l'intégralité de leur traitement, comme s'ils avaient travaillé. Le seul truc qu'ils n'avaient pas, c'était les chèques restaurants qu'ils proposent. Les chèques restaurants, évidemment, c'est quand on se rend sur son lieu de travail pour pouvoir déjeuner à côté. Comme il restait sur un lieu d'habitation, il n'y a pas de chèque restaurant. Et par contre, ils ont eu le décret, l'ordonnance, plutôt, je ne sais plus lequel, un texte du gouvernement, permettait aussi, demandait aussi à l'employeur de lui enlever 5 jours de congé par mois d'absence. Donc, le montant versé sera proratisé en fonction des jours de présence effective sur cette fameuse période de 37 jours, ainsi qu'en fonction du temps de travail de l'agent. Il vous est proposé pour les catégories C et B de faire un montant maximum de 1 000 €, et par contre les catégories A de faire un montant maximum de 500 €. Pour la catégorie B, c'est les agents qui ont assuré le service de manière continue pendant la période concernée, majoritairement en télétravail avec un présentiel ponctuel et n'ayant pas bénéficié d'ASAP, d'autorisation spéciale d'absence. Donc, montant toujours proratisé en fonction du jour de présence. Il vous est proposé de mettre pour les catégories C et B un montant maximum de 200 € et pour les catégories A de 100 €. Je rappelle que là, enfin, je ne rappelle pas, mais je dis que là, lors du comité technique, les représentants du personnel ont souhaité que la proposition d'inflation soit un petit peu, elle représente 66 € d'augmentation par rapport à la provision que nous faisions, c'est important. Et donc nous avons anticipé, donc le comité technique s'est prononcé favorablement, nous l'avons consulté, il est favorable à cette proposition, à cette délibération. Voilà. Ensuite, catégorie 3, c'est donc toujours, là on parle de ceux qui ont fait de manière discontinue, ayant assuré un service de manière discontinue, car ils ont bénéficié d'autorisation spéciale d'absence, ayant assuré un service particulier, en étant par exemple exceptionnellement mobilisé avec rappels successifs d'un travail de terrain ou contrat notamment agents techniques, agents des écoles, policiers municipaux et missions d'affaires. Donc évidemment, le montant sera en fonction du nombre de jours travaillés, sur la base de 30 jours maximum pour cette catégorie. Et on vous propose une indemnité de catégorie B et C, un montant maximum de 180 € et pour la catégorie A, un montant maximum de 90 €. Ensuite, une quatrième catégorie, pour les agents ayant assuré un service de manière discontinue pendant la période concernée, avec recours au télétravail, ayant également bénéficié de l'autorisation spéciale d'absence. Là, il vous est proposé, donc toujours pour pratiquer sur base de 30 jours, catégorie C et B, un montant maximum de 100 € et les catégories A, 50 €. Voilà, donc je rappelle que cette prime exceptionnelle, elle peut être cumulée évidemment avec d'autres rémunérations évidemment, et qu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que sur le bulletin de salaire, ça figurera comme étant un prime spéciale. Voilà. Donc, évidemment, il y aura un arrêté
personnel et individuel pour chaque agent qui sera signé par le maire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je crois que j'étais... Oui, Madame Froment, je vous donne la parole. Merci. C'est mieux. Merci. Je voulais juste savoir si on peut connaître la proportion d'agents municipaux concernés dans le cadre de la politique et le nombre total. Pour la première catégorie, Sur le micro. alors pour la première catégorie, il y a 20 agents. Il y a 4 agents du groupe de la catégorie A et 16 agents des groupes B, des catégories B et C. Pour la catégorie 2, il y a 22 agents, avec une majorité de catégories B et C. Pour la catégorie 3, la catégorie la plus nombreuse, il y a 120 agents, avec un seul agent en catégorie A. Et pour la quatrième catégorie, il y a 5 agents, dont un agent en catégorie B. Merci. Voilà. Donc, Merci. si vous faites le calcul, c'est pour tous les agents. Merci. Y compris donc les contractuels. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Pas d'autres questions. Donc, je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Les abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Là, j'ai oublié de vous dire au début, mais la délibération numéro 9 est retirée de l'ordre du jour. On y reviendra au prochain conseil municipal. Ensuite, nous allons écouter Corinne Leneux qui va nous faire un point sur la rentrée scolaire. Il est temps qu'on fasse un point sur la rentrée scolaire, mais pas celle de septembre, celle de juin. Alors, d'abord, je vais vous faire un petit rappel, puisque le 16 mars dernier, en fait, le gouvernement annonçait la fermeture des écoles et un confinement généralisé. Donc, seuls les enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise pouvaient être accueillis durant cette période, bénéficiant également des services de restauration, de garderie du soir et d'accueil de loisirs. Ces services ont été offerts par la collectivité. Le 12 mai, une reprise progressive des activités scolaires et périscolaires a été proposée afin de permettre une relance économique, la reconstruction du lien social et le réamorçage des apprentissages. Le protocole qui accompagnait cette réouverture était très contraignant et a été reçu tardivement. Donc, de fait, il nous était impossible d'anticiper pour garantir la bienveillance et la sécurité pour l'accueil des élèves, notamment en termes d'organisation, de communication, de fourniture des produits. Puis le 2 juin, les écoles maternelles et élémentaires de la commune ont pu rouvrir leurs portes. Limitées par un protocole sanitaire contraignant, toujours le même, stipulant notamment une distanciation de 4 mètres carrés entre les élèves et un non-brassage des groupes, l'école a été organisée comme suit. 10 élèves maximum en classe maternelle, à raison de 3 groupes par école. 15 élèves maximum en classe élémentaire, à raison d'un groupe par niveau, soit 5 groupes. Les enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise étant toujours prioritaires, sur un accueil à temps plein, les places étaient fortement limitées. La rentrée scolaire du 22 juin. Après une allocution présidentielle du 14 juin dernier, le retour obligatoire des élèves à l'école dès le 22 juin a été acquis. Il y a eu un nouveau protocole. Ce protocole, lui, a été publié mercredi 17 juin dans la nuit, ce qui a bien sûr révélé un exercice très délicat pour organiser l'accueil dès le lundi 22 juin. Certes, si les mesures étaient assouplies, elles continuaient de mentionner une distance d'1 mètre entre les élémentaires et un non-brassage des groupes d'élèves. Cependant, la reprise obligatoire de la scolarisation restait prioritaire sur l'application du protocole. À ce jour, on
On dénombre 70% des élèves élémentaires qui ont repris le chemin de l'école et 80% des maternelles. Les services de restauration, de garderie du soir et de transport sont assurés. Alors, nous avons également connu une suspicion de Covid chez un élève de l'école élémentaire de la Bergerie. Donc, c'est un élève de CP qui a été testé positif, puis ensuite négatif. Mais par mesure de précaution, l'ARS a placé les élèves, la classe, l'enseignant, l'animatrice en charge du groupe et la fratrie en 14e. Concernant l'accueil de loisirs et le séjour d'été, donc afin de respecter le non-brassage des élèves, l'accueil de loisirs n'a pas réouvert ses portes pour les 2 mercredis qui suivaient le 22 juin. En revanche, donc un protocole allégé est proposé pour les vacances d'été, ce qui permet un accueil dès le 6 juillet. Le séjour d'été est maintenu, on en a parlé tout à l'heure, il aura lieu du 20 au 24 juillet à Saint-Michel-de-Chaliol. Donc le protocole est toujours contraignant, ce qui freine un peu le nombre d'inscriptions, mais j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait quand même 23 inscrits. Les crèches, donc tout comme les écoles, ont subi les mêmes protocoles, bien entendu, et elles ont repris de façon normale le 22 juin. Voilà pour le compte rendu de la reprise scolaire jeunesse et petite enfance. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne Lemeu là-dessus? Moi, pas une question, mais je ferai une intervention. Elle a évoqué le cas Covid positif chez un enfant de CP qui n'a jamais été positif, mais qui était négatif et pour lequel l'ARS a donné des instructions de confinement pendant quelques jours, avec sa famille, etc. Ça a été monté en épingle. Il faut dire que les choses sont parties très vite. Il y a des gens qui l'ont su, qui l'ont dit. Or, en fait, sachez-le, dans le cas du Covid-19, on fait ce qu'on appelle le test PCR, c'est-à-dire le prélèvement nasal, et on analyse deux gènes, c'est comme l'analyse d'ADN. On regarde si l'ADN est juste. On analyse deux gènes. Et là, il s'avérait qu'il y en a un qui avait été positif et l'autre non. Donc, on fait dans ce cas-là un deuxième prélèvement. Le temps de le faire, il se passe à peu près 48 heures. Le temps d'avoir le résultat, de faire le deuxième et d'avoir le résultat du deuxième. Et là, on s'aperçoit que les deux étaient négatifs. En matière médicale, ça arrive, des choses, on appelle ça un artefact. Dans les radios, ça arrive, il faut des artefacts. On ne se rend pas compte, mais il y a des images qui ne sont pas. Voilà. Là, c'est le même cas. Et l'ARS, parapluie, voilà. Donc, ils nous ont mis un peu la panade, on a dit autre chose, tout le monde s'est affolé, on a fait des gens en quarantaine, on a dit dire que tous les agents municipaux avaient. Voilà, c'est quand même un contact. Quel est l'individu qui a été en contact avec, enfant ou pas, je veux dire, enfant ou adulte, en contact avec cet enfant. Le commissaire, c'est un contact quand même assez étroit, et malheureusement, sur le site de l'école, il a été marqué que cet enfant était positif. Et ça a été marqué le vendredi. Tout le monde s'est affolé, et imaginez la rentrée le lundi matin, c'est ça, lundi matin, la rentrée où, évidemment, l'éducation nationale, c'est pas le maire, le précis, oui, vous savez, c'est large, là, c'est pas moi, c'est pas la compétence du maire, c'est la compétence de l'éducation nationale qui aurait dû prévenir les parents. Imaginez, les parents n'étaient pas prévenus et amener leurs enfants à l'école. Et on leur a dit, mais ces enfants sont refusés. Donc, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais en tout cas, moi, je me félicite qu'il n'y ait pas eu de gamin qui était vraiment négatif. Les 14 jours ne sont pas terminés. L'école reprend le 2 juillet pour ses enfants. Et ils sont en vacances le 2 juillet au soir. Le 3. Le 3, ils sont en vacances.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. C'est une grande maxime de l'administration française. Voilà. Voilà, merci Coco pour ce que tu nous as dit et félicitations à l'ensemble des élus qui se sont mobilisés pour cette fait que toi tu as pris au cours, mais tu avais la besoin qui lui a suivi toute cette affaire. Merci à vous deux et à l'ensemble des élus qui se sont mobilisés pour faire en sorte que nos enfants, les enfants soient reçus par tout ce Covid, les enfants de soignants, en gros, personnel prioritaire, soient reçus, et en tout cas pour que nous ayons pu préparer et le 22 juin et un peu avant. On va pas revenir avant. Non, le 22 juin, mais avant, c'est... Voilà. Voilà, merci à tous. Non, c'est pas n'entend pas. Excusez-moi, On a beaucoup de mal à entendre ce que vous dites. Attendez, vous allez avoir le micro. Parlez dans le micro, parce qu'en plus, vous êtes enregistré. Oui, monsieur, c'est pas un gros problème, simplement, on a beaucoup de mal à vous entendre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez parler plus près du micro, mais moi, personnellement, j'entends 50% de ce que vous dites. Voilà. Je vais arrêter de parler, donc Non, allez me le dire. non, parlez près du micro, mais quand madame parlait, on entendait. Ok, voilà, j'ai rapproché le micro. Vous m'entendez mieux là? Merci. Ok, voilà, donc on n'a pas de vote là-dessus. Par contre, on va passer à la délibération suivante, c'est le bilan des acquisitions et cessions réalisées par la commune ou l'EPF au cours de l'année 2019. La parole est à Yann Pertuzel. Merci, monsieur le maire. Est-ce que tout le monde me reçoit 5 sur 5? Oui. Bien, mes chers collègues. Voilà, donc, on doit acter donc, le bilan des acquisitions et cessions réalisées par la commune, hein, au travers de l'établissement public foncier, l'EPF. Vous avez tous été destinataires de l'État, de ces acquisitions et cessions. Je suis bien évidemment prêt à répondre à des questions, si vous en avez, sur ces cessions et ces acquisitions. Donc, Bon, voilà, on a donné acte, il n'y a pas besoin de faire un vote, on a donné acte de l'ensemble des cessions et acquisitions de la commune ou de l'EPF. Vous avez vu. Voilà, vous avez vu. Il n'y a pas de questions, donc on passe à la délibération suivante. Donc toujours Yann Pertuzel qui va nous parler de la convention de servitude Enedis pour la rue Jacques-Yves Cousteau et le parking complet du but. Oui, donc cette délibération a pour objet d'autoriser M. le maire à signer une convention de servitude avec Enedis. Enedis donc, a besoin donc, de poser donc, 2 câbles d'alimentation basse tension d'une longueur de 81 mètres. Alors ça se situe entre un poste qui se situe donc au niveau du gymnase d'Hydru, et l'objectif étant d'aller alimenter les terrains qui se trouvent de l'autre côté du parking en face, où est prévue la construction d'un EHPAD, d'un EHPAD et également d'une crèche. Voilà, donc pour cela, Enedis souhaite donc passer une convention pour pouvoir faire les tranchées et passer donc cette alimentation électrique. Pas de questions particulières? Pas de questions. Donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Je continue avec maintenant l'attribution d'une subvention exceptionnelle au comité départemental de Bouches-du-Rhône du concours national de la résistance et de la déportation. Écoutez, donc là on change complètement de sujet. Donc, il s'agit en fait, je vais le dire comme ça, d'un
rattrapage, hein, puisque c'est une demande qui avait été faite dans le courant de l'année dernière, dans le cadre donc, de l'organisation du concours pour la résistance et la déportation. C'est un concours qui se fait chaque année. Cette année, il ne se fera pas compte tenu des conditions sanitaires exceptionnelles que l'on a vécues, que l'on continue à vivre. Et donc, dans le cadre du concours l'année dernière, un jeune bouquin, Thibaut Carreau, donc, avait été un des 40 collégiens lauréats et avait, à ce titre, participé à un voyage qui est organisé pour récompenser ces collégiens donc, du 24 au 28 août. Donc, la demande de subvention pour aider au financement de ce voyage était de 150 €, donc il vous est proposé d'accorder cette subvention de 150 € à cette association. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yann Pertuzel? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on va repasser. Alors, je vous propose pour la 14 et la 15, qui sont l'examen des deux comptes administratifs de la commune, donc le budget et le SPIC cimetière. Je vous propose de passer la parole à Sophie, qui va vous les présenter, mais je vous propose donc de faire les deux, l'un après l'autre. On répondra aux questions, et puis après je sortirai pour les deux comptes administratifs. Je sors, la présidence sera assurée par Mathieu Pietri, qui vous fera voter là-dessus. Voilà. Parce que le compte administratif, le maire sort. Parce que le maire est là. Peut-être, allez Sophie, tu ne veux pas dévoiler ce que tu vas dire, tu vas expliquer l'ordonnateur, le payeur, tout ça. Merci, monsieur le maire. C'est bon pour tout le monde? Non? Ouais, donc, juste un petit rappel de ce qu'est un ordonnateur et un comptable. Merci. Donc, dans le secteur public, la distinction ordonnateur-comptable répond au même principe de spécialisation et de séparation des tâches. Chacun a un rôle précisément défini par décret, celui du 7 novembre 2012, qui est relatif à la gestion budgétaire et comptable public. C'est un principe fondamental du droit budgétaire et financier public français. Le comptable public est chargé d'exécuter les dépenses et les recettes selon les indications de l'ordonnateur, mais il ne lui est pas subordonné. C'est un fonctionnaire de l'État, dépendant du corps des comptables du Trésor. Il tient le compte de la gestion de la collectivité. Dans notre cas ici, ce soir, le maire est l'ordonnateur des dépenses. Et le comptable, donc, c'est quelqu'un du Trésor public. Nous allons ce soir examiner les comptes administratifs de la commune et du SPIC cimetière pour l'exercice 2019. Il y a un rétro derrière moi. Le compte administratif, c'est le bilan financier de l'ordonnateur, donc du maire, qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Il retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. Il constitue l'arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l'exercice budgétaire qui intervient plus tard le 30 juin de l'année N+1. C'est ce que nous réunissons ce soir. Donc on a deux délibérations à prendre. La première, c'est l'examen du compte du budget de la commune. On va pas revenir sur les chiffres qu'on a vus ensemble il y a quelques semaines. Pour l'année 2019, donc, on a un résultat positif de 3,61 millions d'euros, avec un résultat avec les reports en gros qui s'élève à 3,8 millions d'euros. On a le détail donc, des recettes de fonctionnement qui s'élèvent à 18,8 millions d'euros pour l'année 2019 avec les reports. La fiscalité, on y reviendra tout à l'heure par rapport au vote du taux qui depuis 2014 sur la commune est stabilisé, que ce soit pour la taxe d'habitation, la foncière et la foncière sur le non bâti. Il y a un taux constant qui n'augmente pas, et ce en dépit du désengagement de l'État au travers de la baisse de près de 60% de la dotation globale de fonctionnement depuis 2014. Donc, la collectivité n'augmente pas son taux d'imposition en dépit du peu d'argent qui rentre de la part de l'État et les transferts de compétences qui sont toujours de plus en plus nombreux. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, on les a vues la dernière fois, donc vous pouvez vous apercevoir donc, que le compte administratif est fidèle au budget voté, démontrant le contrôle et le sérieux de l'équipe municipale quand il s'agit de gérer de l'argent des bouquins.
Un petit zoom sur les subventions versées aux associations. En 2019, la collectivité a versé 280 307,56 € aux 50 associations de la commune, auxquelles s'ajoutent le CCAS et le COS. Ces subventions permettent de dynamiser le tissu associatif sur Bouc et d'avoir une offre d'activité pour les bouquins qui est considérable et très appréciée. Pour ce qui est des dépenses d'investissement, donc on a un total de dépenses qui s'élève à 10,47 millions d'euros. Un reste à réaliser de 2,7 millions pour un total d'investissement donc pour 2019 de 13,18 millions. L'endettement de la commune, on l'a abordé la dernière fois, je ne vais pas y revenir. Les recettes d'investissement non plus, sachant qu'il y a donc on travaille beaucoup avec les subventions, bien entendu la commune de Bouc va chercher partout où elle peut des moyens de financer ces grands projets. Pour ce qui est du SPIC cimetière, on a un résultat d'exercice qui est positif à hauteur de 54 641 €, avec un résultat cumulé global au 31 décembre 2019 de moins 76 558. Ça s'explique par de l'investissement en 2018. On a acheté des caveaux, on les vend au fur et à mesure, donc petit à petit on amortit donc, ces achats, c'est pour ça qu'on est encore en négatif, mais c'est tout à fait normal. Je crois qu'on va passer au vote pour les deux. Alors, on va demander s'il y a des questions à poser. La commission s'est réunie et Ah non, c'est pas. Vous avez des questions là-dessus? Si vous n'avez pas de questions, mais je sors. Voilà. Alors, pour la délibération 20-05-14 sur le compte administratif du budget de la commune, est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, merci. Et pour la délibération 20-05-15 pour le compte administratif du budget du SPIC cimetière, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Comment? Oui, on me rappelle effectivement qu'il faut que vous pensiez à signer les feuilles des comptes administratifs en sortant. Bien, eh bien, écoutez, on va passer à la délibération suivante. C'est toujours Sophie d'ailleurs qui va maintenant nous parler, après le compte administratif, le compte de gestion. Voilà, c'est le compte du trésorier, c'est le comptable public, le percepteur qui lui a l'argent et qui paye quand il est payé. Donc le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Il constitue la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur. À cet effet, l'Assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion qui est transmis à l'exécutif local avant le 1er juin de l'exercice suivant, celui auquel il se rapporte. Donc pour ce qui est du compte de gestion du budget de la commune, on a un résultat cumulé global au 31 décembre 2019 de plus 2 122 592,07 €. Et pour ce qui est du compte de gestion du SPIC cimetière, on a toujours un résultat positif de plus 54 141 € et un cumulé de moins 76 558, soit le même chiffre que tout à l'heure, c'est normal. Voilà, mes chers collègues, c'est un peu ardu, mais bon, quand même les délibérations financières qui sont obligatoires. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser sur le
Pas de questions. Donc je me vois, alors là c'est moi qui fais voter, ça va bien. Ce compte de gestion de la commune pour l'exercice 2019, pardon, est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Pour le compte de gestion du SPIC. SPIC, c'est Service public industriel et commercial. Hein. C'est en fait gérer on fait faire des caveaux et on les revend. Voilà. Chose. Donc il y a de la TVA. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc je mets au voie ce compte de gestion. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons passer au vote des taux d'imposition des 2 taxes municipales pour l'année 2020. Il faut le faire avant le 1er juillet. Donc ça sera simplement le foncier bâti et le foncier non bâti, puisque le président de la République a décidé de supprimer, quelle connerie, de supprimer la taxe d'habitation. Ce qui veut dire que bientôt, nous serons aux dépens de dotations d'État, que vous avez entendu, ce qui a été dit tout à l'heure, qui baisse depuis, certes, bien avant l'arrivée de Macron, hein, c'est clair. Mais les dotations d'État, elles baissent. Aujourd'hui, on nous dit que la taxe d'habitation, nous aurons le produit, c'est-à-dire le taux 2019 avec la base 2017, c'est ça, hein. La base 2017 donne un produit. Ce produit, l'État doit nous le donner tous les ans, jusqu'au jour où ils décideront de diminuer la dotation. Donc, ce qui veut dire qu'on aura des ennuis pour gérer nos trucs, et puis de toute manière, si on a envie d'augmenter les impôts, décision des élus locaux du conseil municipal, qui est responsable, qui est compétent, il peut augmenter pour avoir des recettes supplémentaires. Aujourd'hui, on va faire venir d'autres personnes, on va faire des constructions, d'autres logements, on est obligé à cause de la loi SRU, qui nous rapporteront rien. Parce que le foncier, c'est 2 ans d'exonération, et pour les logements sociaux, c'est 15 ans d'exonération. Voilà. Donc, merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir supprimé la taxe d'habitation. Voilà. Allez, je te passe la parole. Merci. Donc, on propose de maintenir le taux pour la taxe foncière bâtie à 22,79% et pour la taxe foncière non bâtie, 32,29%. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus, cette proposition qui vous est faite? Pas de questions, je mets donc au voie les taux d'imposition locale pour l'année 2020, pour le foncier bâti et le foncier non bâti. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons, ça en est fini pour Sophie, donc on va passer à Maëva qui va nous parler des exonérations diverses liées à la crise sanitaire Covid-19. Oui, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, tel que vous le savez déjà, la crise sanitaire du Covid-19 a un impact économique majeur sur l'activité des entreprises situées sur la commune. C'est donc afin de soutenir le secteur économique bouquin et pour tenir compte de la fermeture des commerces durant la période de confinement qu'on a souhaité mettre en place un réel plan de relance de l'économie locale. Donc, lors du dernier conseil municipal, on avait voté en faveur de l'abondement de la commune pour le prêt Covid résistance. Et aujourd'hui, nous souhaiterions vous proposer tout un certain nombre d'exonérations diverses liées à la crise sanitaire en faveur des entreprises. Donc, il s'agira d'exonérer de droits de place les commerçants du marché hebdomadaire, d'exonérer de droits de terrasse les commerçants ayant une autorisation d'occupation du domaine public dans le cadre de leur activité et d'exonérer des droits d'occupation du domaine les camions pizza pour une période déterminée d'une durée de 3 mois allant du 1er juillet au 30 septembre. Voilà, donc c'est cette délibération qu'on aimerait mettre au voie ce soir.
étant précisé qu'elle a été évoquée en commission développement économique et qu'elle a reçu un avis favorable. Je vous remercie. Merci Maëva. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maëva? J'aimerais savoir le montant exact. Alors le montant total... Il faut que Jean-Pierre commence à allonger le pas. Là. Merci. Oui, alors pour répondre à votre question, le montant total s'élève à 4 727,5 € pour une durée de 3 mois allant du 1er juillet au 30 septembre. Monsieur Laffineur. Merci, et que j'aime bien la réponse, mais si on pouvait avoir la ventilation entre les deux, puisqu'il y a les marchés, les pizzas, et puis les terrasses de café et autres. S'il vous plaît. Oui, alors je fais juste une petite addition. Alors pour les pizzas, il s'agira de 1 290 €. Pour les terrasses, il s'agira de 227,5 €. Et pour le marché, il s'agira de 1 800 €. Merci Maëva. Vous voyez que les finances, vous votez une telle délibération, les finances de la commune d'Anzolin ne sont pas remises en question. C'est pas énorme, mais je crois que c'est un geste symbolique vis-à-vis des commerçants qui sont concernés, compte tenu du fait que même si beaucoup, c'est vrai, faisaient de l'alimentaire, je souhaite qu'ils vont continuer à exercer leur commerce. Par contre, ceux qui ne faisaient pas d'alimentaire, c'est vrai qu'ils n'ont pas continué à exercer leur commerce. Voilà, on a répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité, je vous remercie. Allez, nous allons passer maintenant, Maëva, à l'abattement de TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'exercice 2020 à cause du Covid-19. Merci Monsieur le maire. Donc oui, toujours dans le cadre de ce plan de relance de l'économie locale en faveur des entreprises, on a l'article 16 de l'ordonnance du 22 avril 2020 qui donne la faculté aux communes, si elles ont institué la TLPE avant le 1er juillet 2019, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10% et 100% applicable du montant de la taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020, ce qui concerne la taxe locale sur la publicité extérieure, donc c'est les façades en fait pour les commerçants. Il vous est donc proposé ce soir de faire un petit effort en ce sens et d'exonérer en fait les entreprises de la commune de cette taxe pour l'année 2020. Alors j'anticipe, je sais que vous allez me demander les chiffres. Étant précisé que sur l'année 2019, ça représentait 44 926,50 €, la loi changea entre-temps et les prévisions pour l'année 2020 s'élevaient à 25 000 €. Voilà. Donc encore une fois, la commission développement économique a prononcé un avis favorable en faveur de cette délibération. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maëva Gautelier? Pas de questions. Alors je mets au voie cette proposition d'abattement. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons changer de rapporteur
Marie-Pierre Michilo va nous parler de la mise à jour d'un poste permanent au régime des effectifs. Merci, monsieur le maire. Il s'agit du poste de responsable des services qui était initialement ouvert au seul grade d'attaché. Afin d'ouvrir le champ des possibles et d'avoir un peu plus de candidats, il vous est proposé ce soir de l'ouvrir aux attachés principaux et aux attachés hors classe. Question à poser Marie-Pierre Michelo. Pas de question, donc je me vois cette proposition. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Allez Marie-Pierre, continue avec la mise à jour d'un poste permanent, qui est l'emploi fonctionnel, le directeur général des services. Voilà, donc il s'agit du même poste. Aujourd'hui, nous travaillons sur une délibération du 3 mars 1978, donc les termes sont obsolètes et nous courons le risque que la trésorerie principale ne paie plus, puisque les dénominations ne correspondent plus. Donc il vous est proposé ce soir de mettre à jour cette fiche de poste pour que nous n'ayons pas de risque et que notre DGS soit rémunéré tous les mois. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Michelo? Pas de questions. Je me vois ces délibérations, les voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Allez Marie-Pierre, parle-nous de la création de 4 postes permanents. Oui. Alors il s'agit, suite à 4 départs, 3 en retraite et 1 pour l'inaptitude, de stagériser 4 personnes contractuelles. Puisque nous avons eu 4 départs de personnes qui étaient en poste permanent. Donc on vous propose de créer ces 4 postes. Vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Michelo? Pas de questions. Je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, ensuite, on parle maintenant de créer 7 postes temporaires pour faire face à des accroissements temporaires d'activité. Donc, alors, il s'agit tout d'abord de remplacer les 4 postes pour lesquels nous venons de voter la création de 4 postes permanents. Donc, c'est pour les remplacer en contractuel. Donc, il s'agit du scolaire, ce sont des postes sur le scolaire. Et ensuite, nous avons 3 postes sur les services techniques. Il s'agit d'un magasinier polyvalent, garage, d'un électricien et d'un conducteur polyvalent. Ce sont que des postes à temps complet. Éminemment clair, puisqu'il n'y a pas de questions, donc je me vois ces délibérations. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Allez, Marie-Pierre, tu nous parles maintenant de l'actualisation de la délibération numéro 17035. C'est de mars 2017, 27 mars 2017. Alors, il s'agit de. Donc, ça concerne le télétravail. Il y avait une délibération qui devait. Donc il s'agit de mettre à jour la délibération concernant le télétravail. Parce que ce qu'on avait aujourd'hui, c'est un petit peu anarchique, donc on a décidé de recadrer un petit peu les choses. Donc, elle va définir les personnes éligibles. Ce seront les métiers comptables qui vont correspondre aux besoins de la collectivité. Donc, ce seront des agents administratifs avec des missions de comptabilité et de finances et qui ne sont pas en lien direct avec l'accueil du public, parce qu'on ne peut pas accueillir le public en télétravail. Donc, ce télétravail sera autorisé maximum 3 jours par semaine, en accord avec le chef de service et avec les besoins de la collectivité. Ensuite, il faudra que l'agent soit éligible au niveau de la technique chez lui à son domicile pour pouvoir télétravailler. C'est la mairie qui fournira le matériel informatique. Et dans le cas où ça ne sera pas possible ou que l'agent a son matériel, il devra être vérifié et verrouillé par le service informatique de la collectivité. Merci Marie-Pierre.
Notez que sur l'ordre du jour, je vais vous donner la parole, mais le temps que Jean-Pierre vous amène le micro, comme ça je peux convier cette intervention. Sur l'ordre du jour, la convocation, je vous ai marqué délibération du 27 mars 2020. Vous avez tous les rectifications qui s'imposent, c'est 27 mars 2017. Parce que c'est une délibération numéro 17 03 05. 05 est un numéro de la délibération et 1703 c'est 2017 mars. Madame Froment, vous avez la parole. Oui, merci. La crise sanitaire qu'on vient de traverser, je crois, a fait évoluer de nouvelles façons de travailler dans le cadre des collectivités. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si la demande de télétravail est un peu générale au niveau du personnel municipal et si elle a été prise en compte dans le cadre du dialogue social avec les OS, avec les organisations syndicales. Pardon. Ça a été négocié avec les organisations syndicales et ils sont favorables et ils ont convenu bien sûr que tout ce qui accueille du public n'est pas en capacité de télétravailler. C'est le comité technique qui se réunit systématiquement et qui donne son avis, un avis favorable sur l'évolution de cette délibération. On a 3 ans, on a un recul de 3 ans, en plus on a une période un peu spéciale où il y avait possibilité pour tout le monde de télétravailler. Après, quand vous êtes dans le service public, bien souvent, il y a des réceptions du service public, il y a réception du public. Il paraît difficile de faire la réception du public en télétravail. Alors, la personne va avoir toute la commune qui va défiler chez elle, c'est peut-être pas. Voilà. Donc, plus de questions de ce côté-là. Eh bien, écoutez, je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus, unanimité? Je vous remercie. Allez, on a toujours le même rapporteur qui va nous parler de l'autorisation de recrutement temporaire d'agents contractuels de remplacement sur les emplois permanents. Oui, donc il s'agit d'autoriser le maire à nouveau avec ce nouveau mandat. Donc on redonne l'autorisation au maire de recruter sur des postes permanents des remplaçants en cas d'absence. Voilà. Donc on confère au maire le droit de recruter des remplaçants sur un poste permanent en cas d'absence. Voilà, c'est une délibération qu'il faut prendre à chaque mandat, à chaque mandature, début de mandature. Donc, pas de questions. Donc, je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Bien, nous allons changer de rapporteur. Nous allons passer la parole à Dominique Bièche, qui va nous parler d'un plan de subvention auprès du Conseil départemental pour les travaux d'amélioration de la forêt communale année 2020. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc cette délibération porte une demande de subvention au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour des travaux dans la forêt communale, des travaux sylvicoles, de deux natures. D'abord un éclaircissement des pins d'Alais, parce qu'ils vieillissent, et il faut savoir éclaircir pour que la forêt soit saine, et qui plus est un rôle protecteur vis-à-vis des chênes qui poussent en dessous. Donc ça c'est le premier aspect des travaux. Le deuxième aspect, c'est de procéder à ce qu'on appelle un crochetage du sol, c'est-à-dire un griffage du sol sur une dizaine de centimètres, pour favoriser la régénérescence naturelle de ces pins. Donc ces travaux portent sur un montant de 20 000 €, 3/4 du montant pour les premiers travaux, 1/4 pour les seconds. Et la demande de subvention porte sur 50% de cette somme. Assez classique, tous les ans on a la même chose. Donc, voilà. Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité. Je vous remercie. Nous avons les questions diverses. Nous avons reçu 2 questions diverses.
de M. Lafineur. Alors, première question, c'est dans notre commune considérée comme aisée, entre guillemets, vivent nombre de personnes et de familles en situation de précarité, voire de dénuement total. Pour prendre la mesure du problème, nous souhaiterions connaître le nombre de chômeurs, le nombre de bénéficiaires du RSA, le nombre de familles monoparentales, le nombre d'élèves boursiers, le nombre de bénéficiaires d'aide de la CAF, des allocations familiales, le nombre de logements insalubres, le nombre de femmes victimes de violences ainsi que les solutions proposées à ces femmes, et le nombre d'enfants également victimes de violences ainsi que les actions menées pour venir en aide à ces enfants. Quelle question? Bon, je pense que ce genre de choses, on doit le trouver sur les lettres. Mes collaborateurs, vous pouvez les chercher, et je vais vous faire la réponse suivante. 149 foyers allocataires du RSA pour 267 bénéficiaires. Les bénéficiaires, évidemment, sont membres de la famille du foyer allocataire. Le CCAS suit actuellement 41 foyers et 27 contrats de santé parmi ces 41. Les foyers sont orientés vers le Centre communal d'action sociale, CCRS. Ils le sont au regard de problématiques sociales diverses, les empêchant de repartir vers l'emploi. Au sein du service prévention du CISPD, le contrat intercommunal prévention de la délinquance, de sécurité et de prévention de la délinquance sur Roubaix, qui est au sein du SIGD, syndicat intercommunal de Grand-Vallat. Pardon pour les acronymes, mais comme des fois vous entendez parler des acronymes, je le dis volontairement, je donne volontairement les noms des acronymes. Nous avons 400 dossiers en file active depuis 2010. 50% des accompagnements représentent de la guidance parentale et de l'accès aux droits communs. Nous avons pour le plus gros de nos suivis des parents qui se séparent de manière conflictuelle ou découlent des difficultés éducatives ou simplement des parents qui connaissent le passage à l'adolescence des enfants problématiques, que nous orientons vers de la guidance parentale ou de la médiation familiale. En parallèle, nous sommes amenés le plus souvent à des enfants qui ont des difficultés d'intégration au sein des établissements scolaires, qui posent des actes de violence ou qui sont isolés. En ce sens, nous travaillons en partenariat avec les parents. Ce sont des situations que nous arrivons à désamorcer avant le signalement ou information préoccupante. Pour le reste, 70% des familles que nous accompagnons sont bénéficiaires de la CAF. Ce sont des situations ponctuelles, le temps que les droits s'ouvrent. Le plus souvent, elles retravaillent rapidement et sont bénéficiaires de la prime d'activité, de l'allocation spécifique familiale, du remplacement de la pension alimentaire car non-versement pour le deuxième parent, allocation familiale, quand il y a plus de 2 enfants, évidemment, ainsi que des allocations de logement. 25% des familles sont monoparentales, souvent en situation de précarité lorsqu'elles arrivent à notre service, soit soit elles sont en situation de rupture, soit elles vont l'être. La plupart des familles reçues sont tout de même, recomposées. Sont toutes recomposées. 13% des femmes victimes de violences conjugales connues, souvent en situation précaire. Elles sont orientées ou détectées soit par la gendarmerie ou la police municipale, soit lors d'entretien pour une autre demande, soit par les écoles, collèges, lycées, voire la mission locale, soit la maison du droit ou le service enfants-jeunesse de la mairie, et par les enfants directement que nous rencontrons au quotidien. Il est proposé à ces victimes un accompagnement renforcé par le travailleur social du service prévention
qui va l'orienter vers tous les services qui pourraient l'aider. SOS Femmes sur le plan psychologique, gendarmerie, avocat sur le plan juridique et de protection, accompagnement pour les enfants vers les services de la ville, faciliter l'accès aux activités, centres aérés, crèches, accompagnement social sur le plan financier, protection de leurs papiers par le travailleur social, accès aux droits communs, accès au logement, suivi par le psychologue de l'école des parents sur le plan éducatif ou signalement en cas de nécessité. 10% d'enfants victimes, violences familiales, agressions sexuelles, harcèlement scolaire. Lien permanent avec les équipes scolaires, directeurs, services de la ville, inspectrices, assistants sociaux, des collèges et des lycées, départements et services de protection de l'enfance. Si nous avons connaissance d'enfants victimes, nous signalons soit au département, soit au parquet des mineurs. Sinon, nous travaillons en transversalité avec les services sociaux lorsqu'il y a des mesures d'accompagnement pour ces derniers, ces enfants, soit en orientant vers un psychologue de l'école des parents, soit vers un psychologue de l'association PACT, PACTES, spécialisé en victimologie ou criminologie, soit vers les services de la vie. Consultation de l'association ADIL pour le logement à la maison du droit. Le thème amélioration de l'habitat constitue 7% des consultations. Il faut prendre en compte que l'on peut rencontrer plusieurs des problématiques dans une seule situation. Nous n'avons pas connaissance de la totalité des situations précaires, étant donné que lorsqu'il s'agit de familles, les bénéficiaires du RSA sont connus seulement du département ou de la CAF. Elles ne sont pas toutes, et heureusement, victimes ou en difficulté éducative. Savoir que grâce à ce travail de prévention, nous sommes la ville détenant le moins d'informations préoccupantes, ce que j'appelle les enfants en risque de danger, du secteur de Gardanne. Je ne parle pas du département, je parle simplement du secteur de Gardanne. Et ça, nous le savons grâce à la maison départementale de la solidarité de Gardanne, soit un territoire de 17 communes. Ci-dessous, les éléments chiffrés en notre possession concernant le nombre de logements insalubres. Nous avons 5 870 logements recensés sur l'ouvert par l'INSEE en 2016. Chiffre officiel publié sur le site de l'INSEE. Depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Concernant les dossiers en cours relatifs à l'état de l'habitat à ce jour, un unique arrêté préfectoral d'insalubrité pris concernant un bien situé au niveau du village en raison du caractère non habitable et irrémédiable de celui-ci. 1. 5 dossiers en cours de traitement par la commune avec l'ARS et l'organisme Citémétrie à la suite de signalements opérés par les locataires et concernant des logements potentiellement décents ne respectant pas les normes d'habitabilité, mais sur lesquels une action reste possible pour les rendre conformes, ou alors insalubres, qui sont inhabitables et dans une situation irrémédiable. Alors, sur les 5 dossiers en cours, 4 portent sur des logements situés dans un même habitat, un même bâtiment. Donc, ça réduit, si vous voulez, le nombre de bâtiments concernés. Je rappelle que nous avons demandé un audit à l'organisme Solia. Alors Solia, S-O-L-I-H-A, je ne sais plus ce que ça veut dire, et voilà, on me met l'acronyme encore, sur le bâtiment ancien, au niveau du village, du centre ancien et du hameau historique du Verger. Sur les 238 bâtis, ça c'était il y a quand même 2 ans, je pense. Sur les 238 bâtis diagnostiqués, seuls 10 ont présenté des désordres, majoritairement mineurs, relevant de défauts d'entretien de façade. Prenez par exemple une façade qui n'est pas entretenue, il y a un morceau qui commence à tomber, évidemment,
la SODIA va nous dire attention, ça risque d'un autre morceau de se détacher et de tomber sur la voie publique, sur peut-être quelqu'un qui va être à ce moment-là au mauvais endroit et au mauvais moment, si je puis dire. Donc nous avons 10 bâtis seulement qui étaient diagnostiqués présentant des désordres. Sur ces 10 bâtis, la majorité a été remise en conformité à ce jour par des travaux de ravalement ou est en passe de l'être. Un seul a fait l'objet d'un arrêté de péril ordinaire. 2 arrêtés de péril ordinaire, pris par moi-même, un concernant un bâti identifié dans le cadre de l'audit suspensionné, et un second concernant un mur de soutènement entre 2 propriétés privées à l'issue d'une saisine de la commune par l'un des 2 propriétaires concernés. Évidemment, le mec qui voit le petit numéro au-dessus de lui, il va lui tomber sur la figure, il m'a saisi, et donc j'ai pris un arrêté de péril ordinaire. Voilà, en conclusion, j'ai été quand même assez long, mais je pense que j'ai été assez exhaustif. En conclusion, on regarde le nombre total de logements recensés sur la commune. Les quelques cas identifiés et listés ci-dessus sont évidemment, vous l'accorderez, très peu significatifs en nombre. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'est concernant le fonds Covid-19, serait-il possible de connaître les montants et le nombre d'entreprises immobilières qui ont pu accéder? Par ailleurs, certains d'entre nous ont entendu dire qu'il n'était plus possible d'accéder à ce fonds. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est et si l'accès à ce fonds va être réouvert? J'ai beaucoup parlé. Je vous propose de donner la parole à l'adjoint des métiers de l'économie qui va vous répondre à cette question. Je vais voir un coup si vous le permettez. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour la première question sur les montants et le nombre d'entreprises qui ont pu bénéficier... C'est pas la première question, c'est la deuxième question qui est en fait double tri. D'accord. Voilà. Donc, la première question, c'était le... D'accord, ok. Alors, sur la plateforme, du coup, sur l'accès à la plateforme, première question. Donc, savoir... Alors, ce qu'il faut savoir sur cette plateforme, c'est qu'elle a toujours été accessible, elle a toujours été accessible. Simplement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment... Merci. Je viens de recevoir la question. Entre le moment où la plateforme, où la commune a abondé et le moment où la plateforme a été ouverte à nouveau aux entreprises bouquets, il s'est passé un petit laps de temps, le temps de signer les conventions, parce qu'en fait, à l'origine, c'était la région qui avait abondé le fonds. Et les fonds ont été épuisés. Donc, entre-temps, c'est pour ça que la région a sollicité des communes une aide complémentaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a délibéré lors du dernier conseil municipal, et il y a eu effectivement un petit laps de temps où la plateforme a été fermée. Alors, il faut quand même préciser qu'elle a toujours été accessible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu une adresse mail dédiée pour contacter la plateforme initiative et sur laquelle on pouvait envoyer un email pour pouvoir placer les dossiers en liste d'attente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait une dizaine d'entreprises sur la commune. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les chiffres, sur les entreprises qui ont bénéficié du prêt Covid résistance, alors il y a un nombre total de dossiers au 25 juin 2020. Il y avait 17 dossiers, en fait, qui ont sollicité la plateforme initiative. Sur ce nombre de dossiers, il y a un nombre de 4 dossiers qui ont été ouverts, et il y a un nombre de 13 dossiers qui ont été déposés. Alors la différence entre les dossiers ouverts et les dossiers déposés, c'est que les dossiers déposés, il y a toutes les pièces qui ont été apportées à la plateforme initiative. Ensuite, il y a un nombre de 2 dossiers qui ont été classés sans suite, parce que les personnes qui l'avaient sollicité ne sont pas allées au bout de la démarche. En général, c'est parce qu'elles ont pu bénéficier d'autres aides, à savoir notamment le PGE, le prêt garanti par l'État, et qui est attribué par les banques. Il y a eu 8
demandes qui ont été présentées en comité d'agrément, donc auprès de la plateforme initiative, vous le savez, ça fait l'objet d'un comité, et ensuite le comité décide si l'entreprise est oui ou non éligible au prêt Covid résistance. Au niveau du montant des demandes qui ont été présentées en comité, alors ce ne sont pas les montants attribués, ce sont simplement les montants sollicités. On est aujourd'hui, au 25 juin, Merci Maëva. Voilà la réponse à la question. Mesdames et messieurs, l'ordre du jour du Conseil est concrétisé. Je vais lever la séance en vous rappelant que nous nous retrouvons ici même, normalement, bien ici même normalement, à moins que on verra si on peut retrouver une pénate dans la salle du Conseil municipal, où on est un petit peu plus frais, n'est-ce pas? Alors, on fait un petit peu plus frais. Donc si on peut faire ça le 10 juillet, vous serez avertis. En tout cas, la convocation qui va partir en fin de semaine, cette convocation dira qu'on le fait ici. Je verrai si on peut rapatrier la salle du Conseil municipal, si on n'a plus des règles de distanciation sociale. Voilà, donc le 10 juillet, on se retrouve pour un conseil municipal.